que je tiens donc de celle qui se présente à présent, Michel Boichard, pour nous présenter CRB Anime, une infrastructure au service de l'innovation en biologie et génétique pour la gestion de la santé et de la biodiversité des animaux domestiques, animatrice de l'équipe plateforme de Gabi, coordinatrice de l'infrastructure RARE. Est-ce que je l'ai bien dit ou faut dire non, rare? non, nous on dit rare parce qu'en anglais ça veut dire cru et c'est pas joli. Vous avez raison. Et du PIA CRB Anime. Et vous avez raison, j'ai un esprit d'escalier. Ça ne veut rien dire get plage à l'américaine parce que ce serait pitch. Vous avez tout à fait raison. Et j'ai pas eu le temps de voir si plage voudrait dire quelque chose. Donc c'est dire que la bonne humeur vraiment règne aujourd'hui. Vous êtes chercheur en génétique animale. Et comment présenter une infrastructure de recherche en général et en particulier la vôtre finalement? C'est bon de faire un peu de l'édification des masses. Eh bien, on a vu un exemple là, juste avant moi. Donc une infrastructure, c'est à la fois une organisation, des équipements et des compétences, donc des personnes. Et ça, un peu quel que soit le domaine technique, c'est les briques de constitution d'une infrastructure qui est à la pointe des techniques, qui fait des développements et qui propose des services à des utilisateurs de la recherche publique ou privée. Et la vôtre? Alors, la mienne, la particularité, c'est qu'on dispose de matériel biologique qu'on conserve longtemps. Donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, la plateforme reçoit des échantillons, produit des données, fournit les données. Que deviennent les échantillons? Vous voyez, elle n'en a même pas parlé. Alors, nous, on les garde, les échantillons, et on les distribue. Et aussi, ils sont associés à des données. Parce que dans le mot RB, de CRB Anime, RB, c'est ressources biologiques. Et une ressource biologique, c'est un matériel biologique plus les données associées qui permettent de décrire ce matériel. Donc, on a cette mission-là d'avoir à la fois des échantillons et des données, mais de les recevoir, de les conserver, de les distribuer. Et vous adorez ouvrir le congélo. Voilà, encore une expression que je tiens de vous. Oui, c'est ça, parce que si on les rentre, l'idée, c'est quand même qu'on les ressorte un jour. Sinon, on est un cimetière et pas un CRB. Voilà. Et pour les ressortir, il faut les faire connaître. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut les décrire, parce que si on n'a aucune information dessus, pourquoi irait-on les sortir, hein? Et donc, c'est tout cet aspect de dynamique. Il faut développer des méthodes pour faciliter leur utilisation. Et donc, on a aussi un rôle de médiation entre les chercheurs utilisateurs et les chercheurs déposants. Et on arrive à la dernière question, effectivement, que je vous avais posée. Oui, notre CRB a sans doute encore besoin d'être saisi par les chercheurs. Il y a des freins, c'est un mot clé aussi qui tourne aujourd'hui. Alors, un frein, c'est que, désolé pour les collègues, mais parfois, il y a le réflexe, c'est mon échantillon, c'est mien, il n'est rien que pour moi. Ouais. Voilà. Et de toute façon, personne d'autre n'aura une idée plus intéressante que la mienne pour étudier mon échantillon. Donc, pourquoi donc je le mettrai à disposition de quelqu'un? C'est pas possible qu'il ait quelque chose de plus malin que moi à faire avec. Voilà. Et donc, actuellement, on a la philosophie de l'open data. Et donc, là, l'idée un peu, c'est l'open samples. Parce que finalement, si on partage des données, c'est pareil. Un chercheur, il peut dire, oh là, c'est mes données. Il n'y a que moi qui peux comprendre mes données. C'est un peu la même question là que je viens de traiter. Et il y a une dimension supplémentaire parce qu'on a vu des protocoles expérimentaux, on a vu la PFIE. Ça coûte très cher d'avoir des protocoles expérimentaux. Il faut les permis, c'est lourd. Donc, il faut valoriser au maximum ces protocoles et les échantillons qui sont pris sur les animaux. Mais pour les valoriser, il faut avoir les données. Donc, c'est tout un ensemble. Et donc, moi, je milite toujours pour dire si on veut être le plus efficace possible en expérimentation animale, il faut aussi bien décrire les échantillons pour qu'ils puissent être réutilisés et finalement économiser en partie des animaux. Pas remplacer tout, parce que parfois, si on n'a pas bien prélevé un échantillon d'une certaine façon, il y a peut-être des techniques qu'on ne pourra jamais appliquer dessus. Donc, ce n'est pas pour dire on n'a plus besoin de nouveau. Mais se poser la question d'abord, est-ce qu'il n'y a pas déjà un échantillon qui permet de répondre à ma question? Eh bien, belle présentation et bel enthousiasme. Et la parole est à vous. Merci. Donc voilà, donc je vais commencer par vous poser des questions. Donc ça vous arrive, hein, on a vu, de prélever des échantillons sur les animaux pour faire une analyse, ou plusieurs, tout de suite, ou plus tard. Où sont-ils, vos échantillons, maintenant? Que sont-ils devenus? Première question. Deuxième question, vous voulez changer d'espèce, étudier un nouveau tissu. Ah oui, mais alors, lequel je prends vraiment par rapport à ma question? Puis alors, comment je le prélève? Et puis, comment je vais le conserver par rapport à ce que je veux faire après? Deuxième question. Troisième question, finalement, au lieu de prélever un nouvel animal, je vais peut-être chercher s'il n'y a pas déjà des échantillons disponibles. Ben oui, mais alors, où puis-je en trouver? Troisième question. Alors, première réponse, que sont-ils devenus? Eh bien, CRB Anime les a gardés pour vous, évidemment, si vous lui avez demandé.
Hein. On n'arrive pas pour vous prendre les échantillons et vider vos frigos pour remplir le nôtre. C'est pas ça. Mais si vous avez pensé au bon moment, c'est-à-dire au début du protocole, à nous demander, à ce moment-là, on va les identifier de façon unique. Là, il y a un exemple de petit tube avec un petit code barre. On a une base de données pour que le code barre soit associé à une position unique du tube dans un congélateur ou une paillette dans un... Alors là, je suis moins spécialiste dans le canister, le gobelet. Enfin bon, ils ont tout un tas de vocabulaire spécifique, les collègues, que je ne maîtrise pas au jour le jour. Et l'objectif, on est certifié, enfin, un CRB doit être certifié, ISO 9001 à minima, pour donner confiance à ses utilisateurs. Deuxième question, vous souhaitez étudier une nouvelle espèce animale. Bon, alors comment on fait? Eh bien, CRB Anime a développé et testé des protocoles pour vous. Donc là, j'ai mis l'exemple ici des protocoles de collecte, congélation et décongélation de semences de pintade, qui est une espèce élevée en France, même si ce n'est pas la plus nombreuse que vous voyez dans les champs, et avec des collègues qui travaillent sur la mise au point de critères de contrôle qualité en sortie de ces protocoles pour être plus transparent sur ce qu'on peut faire après avec un échantillon, puisque on ne peut pas dire un échantillon il est de qualité dans l'absolu, ça dépend de ce que vous voulez faire après, avec. Et vous cherchez un échantillon parce que finalement vous n'avez pas envie de prélever, eh bien CRB Anime met son catalogue à votre disposition, donc on a un portail d'accès, et je viens de voir que dans le résumé, je pensais avoir mis l'adresse parce que c'est un peu long, crbanime-fr, c'est Access to Collection, comme ça fait anglais et français en même temps. Et donc là, vous pouvez balayer les collections qui sont dans nos CRB. Alors, qui sommes-nous? Donc CRB Anime, c'est un réseau de 6 CRB à votre écoute parce qu'on a notre portail. Donc, je vais tout de suite filmer les animations. Donc, les 6 CRB, il y en a 3 sur l'animal de ferme, d'élevage, comme vous voulez. 3 sur l'animal de compagnie, bon, surtout le chien. Alors, ceux qui sont sur les animaux d'élevage peuvent avoir du matériel biologique utile ou utilisable pour la reproduction ou pour la génomique, en sachant que pour la reproduction, une paillette, si finalement vous n'avez rien d'autre, vous pouvez toujours extraire de l'ADN à partir d'une paillette pour faire de la génomique. Par contre, à partir de l'ADN, jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas reconstituer un animal. Enfin, à part au cinéma, mais bon, nous, on n'en est pas encore là. Et donc, on a donc un CRB qui est la Cryobanque nationale, qui est un GIS, avec 12 partenaires, des chercheurs, les filières, toutes les filières d'élevage. Il y a aussi l'Ifremer, on n'a pas beaucoup parlé, peut-être poisson, mais... Et donc pour la génomique, on a donc le CRB de la plateforme Abridge, qui a été évoqué par Catherine, où nous avons d'ailleurs les échantillons du protocole sur les cochons que Catherine vous a présenté. Donc il y a des bons élèves. Et un troisième CRB qui s'appelle Carrare, qui se trouve aux Antilles, qui lui a à la fois de la semence des races créoles, parce que pour des raisons sanitaires, on ne peut pas les faire venir en métropole, et des ADN ou des tissus comme le CRB Abridge, mais là c'est pour les races créoles. Et pour l'annuaire de compagnie, on a la même structure, CRIANIM avec AgroSup pour les chiens, CaniDNA au CNRS qui travaille avec les 4 écoles nationales vétérinaires pour les maladies génétiques du chien, et CRBA qui est un CRB un peu mixte, tissu et potentiellement aussi semences de Oniris. Donc actuellement on en a 6, on pourrait en avoir d'autres, c'est pas... la cartographie, on n'a pas fait à l'avance une cartographie idéale de tout ce qu'on va avoir. En fait, c'est ouvert, mais à condition de respecter certains critères, notamment de fonctionner comme un CRB, avec une charte d'adhésion et une certification. Il y a le GIS Ibiza, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, infrastructure pour la biologie, la santé et l'agronomie, qui a un processus de labellisation de CRB. Donc pour être dans CRB Anime, il faut être un CRB labellisé Ibiza. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une diversité d'espèces et d'échantillons. Donc voilà, les petites photos aussi, elles sont toutes, non, pas toujours dans la même cuve, non, c'est pas bien, il ne faut pas tous les mélanger dans la même cuve, mais elles sont dans des cuves, et il y a 25 espèces domestiques, ça représente 646 races. Je vous dis tout de suite que le chien est l'espèce qui a le plus de races dans nos collections, avec plus de 71 000 animaux. Et alors, ces animaux ont différents types d'échantillons, ça dépend. Il y a des animaux qui ont juste un ADN, et puis il y en a qui ont 45 tissus. Ça dépend des protocoles de collecte. Donc, en tout, on a recensé 89 types d'échantillons qui vont donc de l'ADN, du spermato à l'embryon et à tous les tissus auxquels vous pouvez penser dans l'anatomie d'un animal. Je vous épargne la liste. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, j'ai pris un premier exemple illustrant l'intérêt de conserver les échantillons sur une longue durée. Donc, ça correspond à la sélection du cochon. Finalement, c'est un très bon élève, le cochon. Donc, déjà en 1977, des échantillons ont été conservés. Je pense que c'était ou de la semence ou des biopsies d'oreilles, ou les deux.
semences. Et ça, c'était des fondateurs de 2 lignées sélectionnées en large white, lignées sélectionnées plutôt sur les caractères femelles, hein, LWF, et pour les caractères mâles, LWM, donc 2 lignées. Et puis, en 2014-15, ou dans la période 2015, les sélectionneurs se sont dit, mais au fait, finalement, on l'a sélectionné sur différents caractères, qu'est-ce que ça a changé au niveau du génome? Ah bah oui, mais alors comment on compare? Ah bah tiens, heureusement, il nous reste des échantillons de semences des Vera fondateurs pour avoir une comparaison. Et il se trouve aussi qu'à Genfis, donc Cyrielle Paris avait fait une thèse avec Simon Boitard et Bertrand Servin spécifiquement pour analyser justement les séries temporelles et les évolutions à l'intérieur d'une population. Là, on n'est pas dans la phylogénie, hein, on n'est pas dans l'histoire des espèces. Et donc, grâce à ces échantillons en CRB, il a été possible de retracer l'évolution génétique sur 35 à 40 ans et d'identifier ce qu'on appelle les signatures de sélection, donc des régions du génome où la fréquence des polymorphismes a bougé beaucoup plus vite en réponse à la sélection, mais je n'ai pas mis ces résultats-là pour ne pas trop charger. Donc la publication est sortie cette année, Boitard et al. 2023. Et on peut aussi, avec cette historique des échantillons, retracer l'histoire d'une anomalie génétique. Là, vous avez, cette année, des animaux atteints d'une anomalie génétique. Si vous avez les pédigrés, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez remonter. Et si, en plus, les échantillons ont été gardés pour les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, sans remonter à Adam et Ève, enfin, de la race bovine ou de la race canine, vous trouvez l'ancêtre fautif qui était porteur de l'anomalie, qui s'est retrouvé à l'état homozygote quelques générations après. Et ça, c'est appliqué chez les bovins avec l'Observatoire national des anomalies bovines. Ce n'est pas forcément dans CRB Anime, mais c'est vraiment l'illustration du concept. Et aussi chez les chiens, par les collègues du CRB Cani-DNA, qui utilisent aussi la comparaison entre races, puisque chaque race canine est un isolat génétique beaucoup plus consanguin que les races d'animaux d'élevage. Et donc, chaque race peut être le témoin pour une autre race. Donc ça, voilà à quoi ça sert de garder les échantillons pendant longtemps, mais de les ressortir quand on a une bonne idée. Alors maintenant, on développe des méthodes. Alors là, ça, c'est aller de l'invention à l'innovation. Hein. Je n'avais pas anticipé, mais bon, j'ai piqué une diapo qui, je trouvais, allait bien dans la discussion d'aujourd'hui. Donc, CRB Anime a incubé une invention il y a au moins 6 ans, en disant on a du mal à prévoir la qualité de la semence des coques, surtout quand elle est décongelée. Alors là, c'est vraiment la loterie. Vous décongelez de la semence de 10 coques, il y en a 3 qui vont avoir plein de poussins, 2 qui en auront un peu, et puis 5 qui n'en auront pas du tout. Alors on s'est dit, ça faut quand même qu'on s'améliore. On a une promesse, on conserve des échantillons, il faut qu'ils puissent servir à la sortie. S'il y en a 1 sur 2 qui ne marche pas quand vous les sortez, bon, vous n'êtes pas crédible. Donc on doit améliorer la capacité à prédire la qualité de la semence, surtout en vue de la congélation. Et donc, il y a donc les collègues de la PRC, à l'INRA de Tours, qui ont développé une méthode par la protéomique de caractérisation moléculaire de la semence qui semble corrélée avec la fertilité. Donc, il y a eu cette invention, une déclaration d'invention déposée. Ensuite, donc, le concept a mûri avec une phase de savoir-faire secret, peut-être. Enfin, on ne va peut-être pas tout de suite le diffuser puisque ça dépend comment on pourrait le valoriser, hein. Là, on en est à l'étape maturation avec un projet Fertimal qui a été cofinancé par CRB Anime, qui était un PIA, un projet financé par l'ANR, et INRAE, qui a duré 2 ans avec des partenaires, sélectionneurs avicoles. Et actuellement, on a le projet Carnot qui commence, la Fertimax. D'ailleurs, il y a la petite carte qui était sur la table à la sortie, avec Anaïs Carvalho et Valérie Labasse, avec une cohorte beaucoup plus importante de 300 coques d'un même sélectionneur pour essayer de faire des corrélations. Donc là, pour le moment, on est dans le développement de méthodes pour améliorer la qualité des échantillons qu'on pourra conserver dans le CRB. Et là aussi, la question de la fameuse start-up s'est posée, mais je n'ai pas encore la réponse. Et enfin, on peut développer de nouveaux modèles cellulaires si on ne trouve pas, entre guillemets, sous le sabot d'un cheval ce que vous cherchez. Peut-on le développer des nouveaux? Donc là, j'ai emprunté cette diapositive à mon collègue Bertrand Pin, INRAE à Lyon, qui montre la vie, entre guillemets, d'une cellule souche depuis son départ, lorsqu'elle est naïve. Elle est amorcée, elle devient, là, elle est complètement pluripotente, là, elle est multi, c'est moins que pluri, hein, et à la fin, elle évolue vers un état de cellule différenciée. Et donc, on a développé, dans le cadre de CRB Anime et d'un projet européen, la mise au point de cellules germinales primordiales chez la poule. C'est un peu l'équivalent. Alors là, il ne faudra pas leur répéter, ils vont me tuer, mais c'est un peu l'équivalent des embryons pour les mammifères. Hein, c'est-à-dire que vous récupérez un animal, hein,
Vous êtes filmé quand même, hein, voilà. je vous rappelle. Tout sortira d'ici. Oui, oui, oui. Non, il y aura du montage. Et Bertrand a développé des programmes de reprogrammation somatique pour récupérer les cellules souches au cas où vous n'aviez pas pensé à les mettre de côté. Maintenant, vous allez y penser. Et finalement, ces cellules souches, elles peuvent servir beaucoup aux biotechnologies, à tester des vaccins, à tester la sensibilité des cellules à des agents pathogènes ou à des toxiques, un peu ce qu'on a vu plus tôt sur les modèles in vitro. Et c'est une façon de valoriser les compétences de biologie cellulaire en plus de la disposition d'échantillons issus d'animaux entiers. Alors donc, notre offre de partenariat, elle combine l'accès à des échantillons et aux données associées, avec le développement de méthodes innovantes pour améliorer la qualité et l'utilisabilité, parce que l'objectif, c'est de faire fructifier les ressources biologiques, qu'elles ne soient pas dans un cimetière, voilà, et donc qu'elles s'épanouissent et qu'elles servent à un maximum d'utilisateurs pour la recherche ou pour l'élevage. Et donc, comment travailler avec nous? Donc, soit vous êtes un chercheur, ou si vous êtes un éleveur, bon, on a plutôt l'habitude de travailler avec des associations, les instituts techniques, avec des collectifs. Hein, et si vous êtes une entreprise, mais alors pour découvrir nos collections, donc, on a ce portail où on va afficher aussi bientôt des liens vers les méthodes qui ont été développées. Et si vous avez une question, vous ne trouvez pas forcément la réponse sur le portail, ça je ne vous en voudrais pas parce que je sais que des fois ce n'est pas facile. Eh ben, on a aussi une adresse mail de contact. Voilà. Et donc, je vous attends. Voilà. Je vous demande de faire un triomphe pour Michel Boichard. Merci pour cette bonne humeur, convivialité et cet esprit. 2 questions, s'il vous plaît. Oui, tenez, monsieur qui va se présenter. Ah ben, je le connais. Laurent Journeau, donc directeur de l'interprofession qui s'appelle France Génétique Élevage, qui s'occupe de l'amélioration génétique des ruminants. Est-ce qu'on pourrait envisager, dans une dynamique de CRB anime sur des échantillons biologiques, un peu quelque chose que l'on a aujourd'hui au travers de la semence et de la cryobanque, qui sont des échantillonnages de populations en production pour constituer des références et des choses comme ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Parce que, par exemple, on traite des centaines de millions d'échantillons de lait chaque semaine dans le cadre du contrôle de performance. Est-ce que ça vaudrait le coup d'investir dans essayer de faire des échantillonnages à des fins de conservation de ces flux continus Bah, tout à fait. Alors, c'est ce qui s'appelle le type 3 pour la cryobanque. Et pour les tissus, le même concept peut s'appliquer. Simplement, il faut avoir une méthode de rationalisation, puisqu'au bout d'un certain temps, on risque d'exploser le congélateur. Mais on a quand même déjà ça en partie pour un sélectionneur porcin, qui nous envoie ses biopsies, enfin pas les siennes, mais les biopsies d'oreilles de ces cochons tous les ans. Et on le fait avec les unités expérimentales, notamment l'unité d'Ureux, qui voit passer un grand nombre de VERA en contrôle de performance. Et tous les ans, ils nous envoient leur boîte de biopsie. Alors la question, c'est qu'une fois que c'est dans le congélateur, ça coûte un petit peu tous les ans. Parce que le congélateur, la place est prise. Donc, si le congélateur a un problème, il faut prévoir son renouvellement. Donc, il y a quand même un tarif. C'est vrai que j'ai voulu rester très positif, mais il y a quand même un tarif. Hein. Et alors, parfois, les gens se disent « Oh là là, mais il faut payer ». Oui, mais ils ne se rendent pas compte que quand ils le gardent dans leur couloir chez eux, ça leur coûte aussi. Hein. Sauf que ce n'est pas visible. Et puis, quand leur congélo tombe en panne et qu'ils appellent le directeur « Ah, il faut me remplacer mon congélo parce qu'il tombait en panne », ben là, ça coûte, mais pas à eux, à l'unité. Mais en fait, le coût, il est toujours là. Hein. Donc, c'est pour ça que il faut une rationalisation et peut-être un turnover. Se dire, à partir d'un certain moment, je garde les très anciens, parce qu'ils sont quand même valables, mais si on en a tous les ans, au bout de 5 ou 10 ans, on peut se dire, je peux peut-être en garder un tous les 4 ans, ça suffira pour retracer l'évolution. Et ça, c'est pour ça qu'on a mis des groupes espèces en place pour CRB Anime. Ce n'est pas l'infrastructure qui va le décider toute seule. On a besoin des experts en génétique, en physiologie et de la filière, pour que ça soit une concertation. Parce que le CRB n'est pas propriétaire des échantillons qu'il a. Il rend un service de dépôt, sécurisation et partage. Donc c'est ce temps de discussion qu'il faut arriver à aménager, qui n'est pas toujours facile, parce que tout le monde est toujours très pris. Michel, je vous propose une formule à vous écouter en réponse à monsieur. Donc vous n'êtes pas un cimetière, des cimetières échantillons, mais c'est un peu des places de parking aussi. Oui, alors c'est du parking longue durée quand même. D'accord, ah ben voilà. Voilà. Autre question? Ah oui. La question de Pascal. Donc, Pascal Chavat-Palmer, unité Bride, département FAS. Moi, donc l'aspect de congélation,
Nous, si on veut retrouver certains échantillons, on ne peut pas les avoir congelés directement dans le moins 80, dans l'azote liquide, donc il faut des congélations vitales. Des congélations qui permettent de régénérer, les cellules. Est-ce que vous faites ça systématiquement? Et deuxièmement, tu te dis, on a des animaux sur lesquels on a plein de tissus et on a les caractéristiques physiologiques qui vont vous intéresser. Quelle est l'étendue des données qui sont accumulées sur ces animaux? Parce que quand on fait de la physiologie, on a besoin de pas mal de détails. Alors, la régénération, d'abord. Des cultures de cellules, on peut en conserver dans l'azote liquide comme on fait des paillettes de semences. D'ailleurs, dans la cryobanque nationale, il y avait eu un projet preuve de concept à l'époque du clonage, donc sujet que tu connais bien, et pour démontrer qu'on pouvait, à partir d'une biopsie d'oreille de chèvre, faire une culture de fibroblastes, la congeler et la décongeler pour récupérer les noyaux de ces fibroblastes. Donc simplement, ce n'est pas forcément dans les mêmes paillettes, ou ça peut être dans des ampoules de verre. Après, il y a des petits aspects un peu rangement. Mais les cultures cellulaires sont tout à fait éligibles à CRB Anime. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans le projet européen Eurofang, pour aussi avoir une offre sur des modèles cellulaires, et pas uniquement des tissus bruts venant d'animaux. Sauf que les techniques se développent maintenant à partir des tissus bruts, donc la collection de tissus de Eurofang, pour la notation des génomes. On peut maintenant extraire des noyaux de morceaux de tissus qui ont été congelés sans aucun conditionnement particulier et faire du transcriptome ou du single cell à partir de ces noyaux. Donc nous, on doit garder cette veille pour savoir quelles sont les nouvelles méthodes qui nous permettent de tirer profit des échantillons anciens. Après les données physiologiques, alors là, c'est le point sensible, puisque les données, comme le nom l'indique, elles nous sont données. Alors, donc, quand on dépose un échantillon, on demande, on a un minimum dataset. Alors déjà, la date de naissance, je ne pensais pas que c'était si difficile à obtenir pour un animal d'élevage. C'est compliqué, on ne l'a pas toujours. L'embêtant, c'est que le système informatique veut une valeur, on ne peut pas mettre 0, donc on a des animaux nés en 1900. Bon, quand même, ça me gêne un peu. À chaque fois, je râle, vous ne pouvez pas retrouver la vraie date de naissance de cet animal. Alors, les données physiologiques, tu imagines. Donc, on a prévu 90 descripteurs. On a prévu des liens avec des bases de données où sont ces informations, puisqu'on n'a pas non plus vocation à centraliser toutes les données sur notre système. Donc, c'est la fameuse interopérabilité entre bases de données qui n'existe toujours pas, mais on a de l'espoir, puisqu'on a un projet du PEPR pour développer des outils informatiques pour connecter les bases de données. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, si on n'a pas assez d'informations, cet échantillon, il sera probablement peu ou plus difficile à utiliser. Mais souvent, les informations, elles existent déjà. Donc, on a encore espoir de les connecter. Et si, après, on a des informations, typiquement, la réponse à un vaccin, c'est rare qu'on l'ait à la base. Donc, il y a des projets auxquels les échantillons ne peuvent pas toujours répondre. Merci, applaudissements pour Michel Boischard.